Merci beaucoup et puis bonsoir à toutes et à tous et ravi d'introduire le débat de ce soir intitulé Comment mettre fin à la précarité énergétique en Europe? Vaste débat, hein, vaste progrès, et vaste chantier. Je ne sais pas si en 1 heure et demie, 2 heures, on arrivera à trouver des solutions clés, mais peut-être quelques rappels utiles. C'est un sujet qui concerne aujourd'hui et Pierre-Jean Coulon, il reviendra tout à l'heure, c'est très compliqué d'avoir des chiffres à peu près fondé sur le sujet. L'Observatoire de la précarité énergétique mis en place à la demande du Comité économique, social et environnemental européen a fait des travaux remarquables ces dernières années. On arrive à peine à esquisser et les oscillations sont entre 50, 110, 120 millions. Bon, à l'évidence, le nombre de précaires énergétiques, avec le choc énergétique qu'on vit aujourd'hui depuis l'invasion de l'Ukraine, sera très conséquent. Donc ce sujet-là, c'est un sujet qui, d'ici depuis, inscrira dans les priorités politiques de l'Union. Ça a déjà été esquissé, puisque dès l'an dernier, à l'occasion de la publication du paquet Fit for 55, la Commission européenne a parlé d'un fonds dédié à la transition juste et un fonds d'accompagnement des précaires. Mais ce sujet, encore une fois, va grandir et il va s'articuler autour de questions de fonds, rénovation des bâtiments. La Commission a mis sur la table un plan Renovation Wave qui a pour but de moderniser 35 millions de bâtiments d'ici à 2030. Il y aura bien entendu la question des énergies à choisir et à développer. Et puis il y aura aussi et surtout dans le nouveau paysage qui se dessine des questions liées à la sobriété. Sobriété peut-être voulue, sobriété aussi sans doute subie. En tout cas, c'est clair qu'on aura des questions importantes. Christophe Béguinet a présenté il y a quelques jours, au titre de la CFDT, un rapport là-dessus, avec un chiffrage de cette question de la sobriété. Je pense que Christophe, tu pourras revenir là-dessus tout à l'heure. Bon, bref, on aura, et je salue aussi Florence Fouquet, avec un grand opérateur énergétique qui pourra témoigner de ce que fait les pendant. Donc, on aura matière à débat. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a été, Confrontation Europe, assez, on a tenté d'être sur ce sujet en travaillant depuis, ça va faire bientôt un semestre, avec les étudiants de l'Institut d'études politiques de Strasbourg et du Master études européennes et internationales pour les amener à réfléchir, à auditionner, à écouter, à pouvoir mettre en regard différentes analyses là-dessus. Et moi, je tiens à remercier d'abord les enseignants du master. Je crois que Adam prendra la parole après moi. Adam Fuchs prendra le relais, qui a piloté ça au plan académique. Qualité du travail et du rendu. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un document qui a été mis en ligne, ou je crois sera mis en ligne, avec 16 propositions concrètes pour mettre fin à la précarité énergétique dans l'Union européenne. Et c'est un peu une méthode de travail que nous souhaitons développer à Confrontation, c'est-à-dire avoir le regard des experts, c'est-à-dire des seniors, de ceux qui connaissent le sujet, mais aussi voir comment la jeune génération peut, à un moment donné, regarder ces sujets. On l'avait fait l'an dernier avec des étudiants du collège de Bruges qui avaient travaillé sur le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Donc, c'est le deuxième exercice. Et comme le travail qui va être rapporté ce soir par Lucas et tous ses camarades est un travail d'extrême qualité, on va aussi le mettre en débat, pouvoir utiliser les canaux de communication, de confrontation pour pouvoir le valoriser, parce qu'il n'y a pas d'idée saugrenue, toutes les propositions sont bonnes à prendre. Dans ce moment qu'on vit, on est en plein, sommet de Versailles, qui est un moment où l'ensemble de l'Europe se pose des questions sur sa politique énergétique, ses finalités et les citoyens européens au milieu de tout cela. Voilà, je voulais m'arrêter à cette présentation très générale, générique, vous m'excusez, et puis je passe la parole à Adam qui peut-être va rappeler un petit peu au plan académique les enjeux et la méthodologie qui a été utilisée, et puis saluer tout le travail et la joie que nous avons eu côté confrontation à travailler avec l'Institut d'études politiques de Strasbourg. Adam? Merci beaucoup, Michel. Vous m'entendez? Parfaitement. Oui. Merci. Merci. En fait, je me réjouis de ce partenariat. Donc, merci à vous et merci à l'équipe Pierre et Thomas d'avoir accepté de proposer un sujet pour nos étudiants et d'avoir encadré ce groupe de travail. Rapidement, tous les ans, nous avons environ 10 groupes de travail, un master 2 études européennes et internationales d'un effectif de 60-70 étudiants qui
à côté de leurs cours habituels, constituent des groupes de travail, travaillant sur des sujets qu'on essaye des nouveaux sujets tous les ans, qui sont proposés, et je suis vraiment ravi c'était Pierre qui m'a contacté l'an dernier avec ce sujet, donc qui est tellement d'actualité. Donc les étudiants ont vraiment très bien travaillé. Un petit mot aussi de la part de mon collègue Francisco Roy Bastos qui a évalué ce travail et qui a beaucoup apprécié le rendu. Donc j'espère éventuellement que nous pourrons reconduire ce partenariat pour éventuellement une suite ou une autre déclinaison du sujet pour l'an prochain, pour un autre groupe d'étudiants. Donc, merci surtout aussi aux étudiants pour votre travail. Je vois donc Théo et Lucas et Capucine dans les participants. Merci donc pour votre implication qui est au-delà de ce qui est attendu de vous pendant le premier semestre. Et je suis aussi ravi de voir quelques étudiants de la promotion de l'an dernier, Lucie et Adrien. Voilà, donc je vois que effectivement, vous restez dans le giron de ces thématiques. Bon, ben, merci et bon travail. Lucas, voilà. Je prends la suite, oui. Merci beaucoup Adam, merci beaucoup Michel pour ces mots d'introduction, et bonsoir à toutes et à tous. Merci encore une fois d'être venus assister à cette conférence sur la précarité énergétique que nous sommes heureux d'organiser avec Confrontation Europe. C'est une conférence qui a pour ambition d'approfondir donc le rapport que nous avons rédigé avec 10 camarades sur cette thématique essentielle, et on ne peut plus d'actualité, on l'a rappelé. Et sans plus attendre, Monsieur Coulon, vous travaillez sur la précarité énergétique en Europe depuis plusieurs années déjà, et vous disposez d'une fine expertise sur le sujet. Alors, quel est votre regard sur la situation actuelle en Europe? Quels sont, selon vous, les différents leviers opérationnalisables à mettre en place rapidement, mais aussi à plus long terme, pour mettre, comme notre rapport l'ambitionne, fin à la précarité énergétique en Europe en 2030? Merci beaucoup de m'avoir invité. Bon, ça, c'est ce qu'on dit en général. Par contre, ce que je devrais dire, c'est qu'il ne fait pas toujours bon d'avoir été parmi les premiers de parler de ces choses-là, puisque le premier avis que j'ai fait ici, et Michel Derdevé et travaillé avec moi déjà sur ce sujet, comme moi j'ai travaillé avec lui sur d'autres sujets, on a toujours travaillé de façon interactive, parce que nous sommes sensibles à ça, date de 2010. Donc en 2010, j'ai introduit un petit peu dans les sphères européennes ces questions-là, et en 2014, suite à cet avis où je faisais un certain nombre de propositions, notamment la création d'un observatoire de la précarité énergétique, le commissaire espagnol de l'époque m'a demandé de porter avec lui sur les fonds baptismaux cet observatoire, dont je suis assez mécontent d'ailleurs, parce qu'il a fait jusqu'à présent beaucoup plus de statistiques que de propositions. Alors les statistiques, c'est bien. Michel Derdevé disait tout à l'heure que les définitions ne sont pas les mêmes suivant les pays. Elles ne le seront jamais. Elles ne seront jamais. Il y a un certain nombre de transversalités, mais on ne peut pas, si vous voulez, raisonner de la même manière. Les systèmes électriques, et beaucoup d'entre vous le savent, étant si différents les uns des autres, il n'y a pas de marché de l'énergie, il n'y a pas de marché de l'électricité en Europe, et ça je le réaffirme. Il y en a beaucoup. Il n'y a pas un marché. Ça nous rappelle d'autres réflexions. Et donc, tout ça nous emmène à cette situation où alors je ne sais pas si c'est 60 millions, si c'est 80 millions, si c'est 100 millions, et malheureusement, demain, ce sera plus qu'aujourd'hui et encore beaucoup plus qu'hier, parce que jusqu'à présent, il y avait une interliaison, une interdépendance entre la notion de pauvreté elle-même et l'association avec la pauvreté énergétique. Et aujourd'hui, je crois que des gens qui ne sont pas pauvres vont se trouver pauvres énergétiquement parlant. Et donc ça, je crois que c'est aussi
important, et important aussi est la liaison qu'on peut faire avec ce qui commence à transparaître, qui est la pauvreté en matière de transport. Et là, je crois finalement qu'il y a beaucoup de paramètres en ce moment qui entrent en ligne de compte pour cela. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt les 16, si ma mémoire ne me fait pas trop défaut, les 16 propositions que vous faites. Je puis même vous informer qu'une diffusion à partir de demain va être faite auprès de nos 70 000 followers, comme on le dit, de la section que j'ai présidée pendant 5 ans. Donc, vos 16 propositions vont être largement diffusées dans les 27 pays de l'Union européenne. Donc, je crois que ça, c'est une bonne chose. La réponse qu'on peut apporter aujourd'hui, elle n'est pas simple, elle est multiple. Et comme sont multiples les participants, nous avons la chance d'avoir ce soir un grand témoin de la lutte contre la précarité et la pauvreté, en l'occurrence la Fondation Abbé Pierre avec Sarah. On a un opérateur d'importance, peut-être le premier, enfin, en Europe de l'Ouest, en tout cas, le premier opérateur en matière gazière avec Florence. Ils jouent leur rôle. Il y a un rôle joué par les opérateurs, il y a un rôle joué par les services sociaux, il y a un rôle joué par les services caritatifs, chacun apportant sa pierre à l'édifice. En tout cas, moi, je me permets de dire d'entrée de jeu là que le problème ne va pas être résolu dans les prochains mois ni dans les prochaines années. Ce qui est peut-être positif, je terminerai là-dessus, ce qui est peut-être positif, c'est que, enfin, l'institutionnel s'empare de la question. Je regardais récemment le terme précarité énergétique n'a jamais été employé par la Commission avant 2014. Ce terme-là n'existait pas. On parlait des gens qui avaient du mal à payer l'électricité. Ce terme n'existait pas. Donc, alors que la communication que vous avez vue tous, qui date d'hier, on ne parle que de cela. Donc, maintenant, passons à un autre stade, c'est-à-dire, mettons, quelques dizaines de milliards sur la table, peut-être centaines, ce serait mieux, de façon à essayer de résoudre cela. Alors, la question qui vraiment se pose, c'est la question qui va faire quoi pour résoudre un opérateur unique, on parlait d'observatoire tout à l'heure, un opérateur unique, ça ne se fera pas. Il faut qu'il y ait une véritable coordination. Alors cette coordination, soit elle se fera à travers un institutionnel qui peut être la Commission, soit ce peut être un interinstitutionnel. Un interinstitutionnel en donnant, par exemple, à l'Observatoire de la pauvreté énergétique, à cet observatoire, une dimension beaucoup plus large que ce qu'il est actuellement, c'est-à-dire en intégrant véritablement les acteurs, les différents stakeholders en bon français, et en faisant des propositions concrètes pour chaque pays. Il faut que chaque pays soit intégré à cet observatoire. Il ne l'est pas actuellement. J'étais hier matin avec le ministre de l'Énergie de Roumanie, puisque à Nice, on a eu un sommet du logement où on a beaucoup parlé de précarité énergétique. Je parlais avec le ministre de l'énergie de Roumanie. Il connaissait à peine l'existence de cet observatoire. Il ne savait pas ce qui se faisait dans d'autres pays. Donc le minimum, c'est que nous partagions, fait 10 ans qu'on en parle, mais allons-y, c'est que nous partagions véritablement les constats et que nous partagions les solutions de façon à ce que, à travers les financements transition juste, à travers d'autres financements, etc., on puisse vraiment, et avec la participation, me semble-t-il, extrêmement prégnante et extrêmement prioritaire des collectivités territoriales, des collectivités locales,
Je suis demain avec le président du comité des régions demain matin. On doit avoir une approche collective en vue d'une résolution, en tout cas en vue de recherche de solutions pour partie commune et pour partie identifiée en fonction des pays, des régions, etc. Chypre n'est pas la Finlande et les besoins ne sont pas tout à fait les mêmes. Merci. Voilà, première réflexion. Je ne sais pas si ensuite on aura l'occasion de débat où vous allez me titiller de façon plus précise, mais voilà ce que je voulais vous dire d'entrée de jeu. Et on aura l'occasion de revenir après et de débattre. Merci, Monsieur Coulon. Madame Fouquet, la deuxième question est pour vous. Vous êtes directrice grand public à Engie France et Italie. En tant qu'entreprise fournisseur d'énergie, quel regard porte Engie sur la précarité énergétique? Quelles actions concrètes mettez-vous en place? Et plus spécifiquement, une question brûlante et vraiment d'actualité, comment appréhendez-vous les conséquences de la guerre en Ukraine sur les prix de l'énergie et notamment sur les prix du gaz et l'impact que cela pourrait avoir sur les ménages européens? Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Alors, ça a été souligné juste à l'instant. C'est vrai que sur ces sujets de précarité énergétique, il faut que plusieurs acteurs interviennent et jouent leur partition parce que c'est une problématique complexe. Et c'est vrai que les grands opérateurs énergétiques dans tous les pays européens, et nous en faisons partie côté Engie, nous sommes en contact directement avec des citoyens européens, avec des Français, avec des Italiens en ce qui me concerne, mais j'ai des collègues qui travaillent aussi sur la Roumanie, la Belgique, le Royaume-Uni, etc. Donc on est en contact direct en fait, et on sent très très bien les choses. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, avec la crise ukrainienne, on avait déjà, depuis l'été 2021, la période à laquelle les prix de l'énergie ont commencé à monter, on sentait déjà dans les différents pays européens une montée du stress en fait et vraiment de la gêne en fait de nos clients par rapport à l'inflation. Et encore cet après-midi, j'ai bénéficié d'une analyse très intéressante qui a été menée pour nous sur la France par Publicis qui nous accompagne sur un certain nombre d'analyses et qui montre aujourd'hui que c'est à peu près 50% des Français, en fait, hein, c'est ce qu'ils appellent les classes centrales autour du revenu médian, mais c'est à peu près 50% des Français qui disent qu'ils commencent à être très gênés sur l'inflation, sur l'alimentation, sur le carburant et sur l'énergie. Et nous, on le sent tous les jours. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour jouer au mieux notre rôle de fournisseur d'énergie en contact avec ses clients? Eh bien, déjà, c'est d'essayer de mettre en œuvre au mieux ce qui est décidé par les différents gouvernements, parce que ça se fait quand même beaucoup au niveau national. En France, notamment, il y a eu la mesure emblématique qui a été décidée il y a quelques années sur le chèque énergie. Et les fournisseurs ont beaucoup à faire pour pouvoir être force de pédagogie auprès des foyers précaires concernés sur la façon d'utiliser ce chèque. Je peux vous dire qu'on a beaucoup galéré au moment où il a été mis en place parce qu'avant le chèque énergie, il y avait des tarifs sociaux et les foyers précaires n'avaient pas à se poser des questions. Ils avaient directement un tarif beaucoup plus bas que le tarif normal et comme ça, ils n'avaient pas de démarche à faire. Donc, il a fallu passer finalement avec nos clients qui sont des foyers précaires, passer cette étape d'appréhender un nouveau dispositif où ils doivent être proactifs, il ne faut pas qu'ils oublient leur chèque, il faut qu'ils nous l'envoient au bon moment, etc. Je pense qu'on a passé cette phase-là. Et maintenant, surtout, ce qu'on demande effectivement au gouvernement français, c'est ne changez pas les dispositifs. Chaque fois qu'il y a une instabilité dans les mécanismes, ça met en difficulté les consommateurs, notamment les familles précaires, et on ne peut pas se permettre quand on parle de dépenses essentielles comme celle de l'énergie. Donc, le premier rôle d'un fournisseur, c'est d'être à l'écoute et donc d'appliquer le mieux possible en accompagnement les mesures qui sont décidées par les gouvernements. Et ensuite, on peut agir directement. C'est ce qui était dit tout à l'heure. Et notamment, nous, chez Engie, il y a d'autres opérateurs qui le font. Mais nous, chez Engie, on a par exemple choisi d'avoir des équipes qui sont dédiées à la solidarité, d'avoir un site web qui est dédié pour les travailleurs sociaux, qui peuvent donc nous contacter soit au téléphone, soit sur ce site web, gérer
en direct leurs demandes avec des conseillers qui connaissent en fait ces problématiques et qui connaissent bien tous les dispositifs d'aide. Et là, pour vous dire, par exemple, en 2021, on a près de 50 000 travailleurs sociaux qui se sont connectés à nous comme ça, soit donc par l'intermédiaire de notre site, soit directement avec nos conseillers pour traiter avec nous directement des situations qu'ils avaient à gérer avec des familles précaires, voir comment ils pouvaient justement utiliser le chèque énergie, voir comment étaler la facture, parce que quand les prix augmentent, la facture augmente. On a également choisi de pouvoir abonder un fonds de solidarité pour le fonds de solidarité logement qui est géré par les collectivités locales. Donc ça, c'est une mesure qui n'est pas obligatoire, hein, qui est faite volontairement par Engie. Et ça nous permet là d'avoir des approches encore plus ciblées dans les territoires. Et on a à peu près 65 000 familles qui en ont bénéficié en 2021. Et les fonds que nous mettons au sein du fonds de solidarité logement, c'est vraiment pour financer, en fait, par exemple, des plans de paiement sur la facture. Donc, c'est vraiment un sujet qui nous préoccupe. On estime que c'est aujourd'hui environ 12% de nos clients en électricité et en gaz, parce qu'on a les deux énergies qui sont bénéficiaires en France du chèque énergie. C'est à peu près la moyenne nationale. Et donc, voilà, il faut vraiment les accompagner. C'est des familles très précaires. Et donc, ce qu'on demande vraiment au gouvernement, ne changez pas les règles, parce que en fait, chaque fois, les périodes de transition sont très compliquées. Il y a un autre élément aussi sur lequel on intervient beaucoup, au-delà du contact direct avec les foyers précaires, c'est d'essayer d'être force de proposition sur tous les mécanismes qui peuvent aider à la rénovation énergétique. La rénovation énergétique, aujourd'hui, en France en tout cas, les parcours, ils sont encore très compliqués. Et donc, on milite beaucoup au niveau des pouvoirs publics pour essayer de simplifier les choses, qui est peut-être un interlocuteur unique, et surtout, là encore, de ne pas changer les règles du jeu. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites en 2020, 2021, par exemple, pour aider les familles, et notamment les familles plus précaires, à changer des équipements de chauffage vétustes. La plupart de ce qu'on appelle, ça s'appelle des coups de pouce en fait, la plupart de ces coups de pouce ont été arrêtés en juin, pile au moment où les prix ont commencé à monter sur le marché, notamment sur le marché du gaz. Et nous, on a des clients qui nous appellent, peuvent être dans des foyers précaires, mais même pas précaires, hein, juste un peu au-dessus, mais néanmoins, ils restent avec des moyens limités et ils nous disent, on ne comprend rien, expliquez-nous, aidez-nous. Il y a encore un mois, vous faisiez des offres où on pouvait avoir des aides et là, elles n'existent plus. Et nous, là, on se sent un petit peu démunis. Donc, dans la situation actuelle où les prix augmentent beaucoup, hein, ils vont augmenter encore plus là, dans la situation actuelle avec la guerre en Ukraine. Nous comptons bien, nous en tout cas, revenir vers les pouvoirs publics français et dire, nous, on est prêts, on a des techniciens sur tout le territoire, on a des experts, nous, on est prêts à aller dans les foyers pour changer les équipements de chauffage vétustes. Maintenant, il faut que vous aidiez aussi ces familles parce que au niveau des restes à charge, avec le dispositif actuel et les fins des coups de pouce, c'est tout simplement inabordable. Donc, il y a eu des décisions un peu contre-productives qui ont été prises en juin 2021, juste avant la hausse des prix. On espère en fait qu'on va pouvoir avoir un poids là-dessus pour qu'elle remonte. Et sinon, pour vous donner un autre exemple très concret, l'usage du thermostat, par exemple, pour les chaudières gaz, est très très peu répandu en France parce que ça peut coûter une centaine d'euros, parce qu'il faut le faire installer par un technicien. Mais c'est vrai que quand on a un thermostat, c'est beaucoup plus facile de pouvoir gérer en fait et piloter son chauffage. Et c'est comme ça qu'on pourrait se dire que l'hiver prochain, si on est en grande situation de difficulté, c'est peut-être comme ça que les familles françaises, elles arriveront à baisser d'1 degré leur température chez elles sans être en danger. Et ça vaut à la fois pour les foyers précaires, mais aussi pour les foyers qui ne sont pas précaires. Donc voilà, donc le dernier rôle de l'opérateur énergétique, au-delà des mesures qu'il peut prendre à son niveau, c'est travailler sur la rénovation énergétique, d'avoir des offres, d'avoir des techniciens qui sont capables d'intervenir, et puis aussi d'essayer d'alerter les pouvoirs publics parce qu'effectivement, on est sur le terrain, on a des millions de clients et on sent bien ce qui se passe. Et je peux vous dire que depuis l'été 2021, c'est reparti. Et franchement, on est vraiment inquiet. Là, la situation, elle est assez grave et c'est pas impossible qu'il y ait à nouveau des mouvements type gilets jaunes dans les mois qui viennent. La situation est très, très inquiétante en fait.
Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Fouquet, pour cette réponse complète. Madame Coupchou, la prochaine question s'adresse à vous. Vous êtes chargée d'études Europe à la Fondation Abbé Pierre. J'imagine que, à ce titre-là, vous surveillez avec attention les évolutions législatives européennes. Et ces dernières pourraient avoir un impact sur la précarité des ménages, notamment avec l'extension du marché carbone au transport et au bâtiment, qui est prévue par la Commission et qui aura des répercussions financières tangibles. Alors, comment protéger le pouvoir d'achat des ménages et lutter contre le fléau du mal logement? Merci d'abord pour l'invitation. Je vais, avant de commencer à répondre à la question, vous présenter juste rapidement qui est la Fondation Abbé Pierre, puisque peut-être que l'ensemble des participants ne connaissent pas notre fondation. Donc, nous sommes une fondation française relativement connue et reconnue notamment par l'opinion publique pour son combat sur justement le mal logement en France et l'accès au logement l'accès au logement des personnes les plus vulnérables. Très rapidement, notre activité, c'est comme toute fondation de financer des projets. Donc, on finance entre 8 et 900 projets par an. On a aussi un gros travail de compilation de la connaissance sur la question du logement, puisqu'on produit le rapport du mal logement, qui est une référence sur le logement en France et qui est un petit peu le rendez-vous annuel autour de la question du logement, à la fois pour les institutions et les associations. Et puis, on a aussi vocation à interpeller les pouvoirs publics et faire des propositions pour lutter contre le mal logement et mobiliser l'opinion publique grâce à des campagnes de communication largement diffusées. Donc ça, c'est pour la présentation. Évidemment, la question de la précarité énergétique, c'est un sujet sur lequel la Fondation s'est penchée ces dernières années parce qu'on voit bien, et je pense que Florence l'a bien décrit, la question du coût de l'énergie dans le budget des ménages est grandissante. Au niveau européen, évidemment, on a suivi de près la législation et la production par la Commission de sa proposition Fit for 55. Alors je vais parler de ce qui nous concerne nous, puisque c'est la question du bâtiment. Plusieurs propositions, propositions de directives, avec l'idée de diminuer l'impact carbone des bâtiments. Il faut savoir que cette proposition, elle arrive sur un contexte qui est déjà particulier. C'est-à-dire que si on prend j'allais dire le terreau de cette proposition au moment où elle arrive, et même disons avant qu'elle soit enclenchée avec la Renovation Wave, etc., on est sur une situation du logement en Europe qui est particulièrement tendue. On a des prix du logement qui sont en augmentation constante partout, que ce soit à l'achat ou que ce soit le prix des loyers. On a une décorrélation dans la plupart des pays et en particulier sur les zones tendues, donc les grandes capitales, les grandes villes, etc., une vraie décorrélation entre les revenus et le montant des loyers, enfin le prix du logement. Et puis, des dépenses dans le budget des ménages, et on l'a dit, qui sont de plus en plus importantes pour le logement. Donc, par exemple, on a notamment 10% des ménages européens qui ont un taux d'effort excessif, c'est-à-dire qui consacrent plus de 40% de leurs revenus aux dépenses de logement. Et puis, évidemment, ça touche particulièrement les ménages modestes. Je sais pas, je vous donne comme exemple en Espagne, 50% des locataires consacrent plus de 40%, enfin je crois que c'est à 47% de leurs revenus pour les dépenses de logement. Donc on voit qu'il y a déjà une situation qui est particulièrement difficile, avec des ménages qui ont des difficultés, des jeunes qui ont des difficultés à quitter le logement de leurs parents, qui ont des difficultés, des gens qui ont du mal à accéder au logement privé avec des coûts qui sont trop importants, du logement social qui n'existe pas partout, et quand il existe, il y a une forte demande et donc des temps d'attente extrêmement longs. Enfin, à Paris, en France, on a 2 millions de demandeurs de logement. On a aussi des pays qui, dans les années 80-90, avaient vendu leur parc de logement social, donc plus du tout d'offres pour les ménages en difficulté. Et là-dessus, des mouvements aussi d'habitants de plus en plus organisés et qui donnent un petit peu à voir dans les villes leur ras-le-bol un peu sur les questions de logement et de maintien et d'accès au logement.
Donc ça, c'est déjà le contexte de base avant l'arrivée de la proposition de la Commission. S'ajoute à ça la crise sanitaire, donc avec ce qu'on sait de son impact sur l'économie, sur les revenus des ménages, sur les activités, alors des personnes notamment qui sont dans des emplois plus ou moins précaires, qui vont voir certains de leurs emplois disparaître, pour lesquels ils n'ont pas forcément retrouvé une activité après la crise ou après les périodes de confinement. Je pense par exemple à tout le secteur de la restauration qui a eu du mal qui est reparti, mais en tout cas qui a connu une période un peu compliquée. On a aussi pas mal de ménages type intermittents du spectacle, tout ce qui touche à la culture, les artistes, etc., qui n'ont pas pu exercer correctement leur activité pendant 2 ans et donc qui ont vu une baisse des ressources. Donc ça aussi, la crise sanitaire, c'est le deuxième élément de contexte, j'allais dire, sur lequel arrive cette proposition du Fit for 55. Et s'ajoute à ça, et j'y viendrai après, l'augmentation évidemment des prix de l'énergie, on l'a dit, et aujourd'hui la guerre en Ukraine avec ce que ça risque d'engendrer encore sur l'inflation. Donc, la précarité énergétique, on l'a évoqué tout à l'heure, il y a une question de définition qui est importante. Aujourd'hui, on sait que ça touche les personnes qui sont essentiellement avec des bas revenus et ou qui vivent dans des logements qui sont inadéquats. Donc, bas revenus, on sait que l'Union européenne avait un objectif de réduction de la pauvreté qu'elle n'a pas atteint pour les dernières années avec les objectifs notamment de l'ONU. On a 72 millions de personnes qui vivent en risque de pauvreté. Donc ça, c'est potentiellement des personnes qui risquent d'être touchées par la question de la précarité énergétique à un moment donné. Il n'y a pas une corrélation exacte, mais en tout cas, potentiellement, ce sont des ménages à risque. On l'a dit d'ailleurs, la définition, le terme précarité énergétique, elle arrive tardivement dans la législation européenne. Donc, il y a une vraie question aujourd'hui, notamment avec ce pacte Fit for 55, de ce qu'on appelle la définition de la précarité énergétique et de ce qu'on vise avec les mesures qui sont adressées aux personnes en précarité énergétique. Et on a, excusez-moi, j'ai une petite interruption, pardon. Va demander à Sayo, va demander à Sayo. Et donc, on a, pardon, hein, désolée, c'est l'heure. On a donc, en gros, aujourd'hui, entre 30 et 50 millions en fonction des critères. Je suis vraiment désolée. En fonction des critères, on a entre 30 et 50 millions de personnes qui sont touchées par la précarité énergétique et potentiellement, on parle aujourd'hui de 80 millions de personnes. Donc, notre avis sur le PAC, puisqu'on est là aussi pour parler de ça, on a 2 choses pour lesquelles il nous semble, 3 choses sur lesquelles il nous semble important d'appuyer. D'abord, la question de l'extension du marché carbone et pour répondre à votre question, au bâtiment. Nous, on est vraiment opposés et je pense que les organisations pour la lutte contre le climat, et les organisations de lutte contre la pauvreté nous suivent là-dessus. On est vraiment opposés à cette mesure, dans la mesure où d'abord, on n'a pas une vision très claire de son impact sur les rénovations des bâtiments. On a eu quelques éléments par le ministère de l'Énergie qui nous disent que, en gros, ils attendent éventuellement des impacts sur les changements, mais au monogeste, c'est-à-dire pas du tout sur de la rénovation globale, pas un impact fort sur la rénovation globale. Ensuite, parce que il s'agit de faire, il risque d'y avoir un impact fort sur les factures des ménages et ça, surtout dans le contexte actuel où on sait que là, on a peu d'évaluation sur l'augmentation potentielle des factures, mais il en existe quelques-unes qui nous parlent de plus 500, plus 400 € d'augmentation sur les factures des ménages. Or, les évaluations, et là on parle juste de l'impact de la guerre sur la facture, mais l'impact de l'ETS2 en plus serait de l'ordre d'entre 300 et 500 € en fonction des organisations, d'évaluation des organisations. Donc en gros, on est sur des augmentations, si on mettait en place le TS2 tel qu'il est proposé par la Commission européenne et dans le contexte de la guerre en Ukraine, des augmentations qui frôlent les 1 000 € en France, en tout cas, sur les factures. Alors, il y a le bouclier aujourd'hui et heureusement, jusqu'en juin sûr, peut-être jusqu'à la fin de l'année, mais après, que va-t-il arriver après pour les ménages? Et puis le deuxième, sachant que
aujourd'hui, ce qui fait que… excusez-moi, vraiment, je suis désolée. Sortez, s'il vous plaît. C'est pas grave, sors. Sachant qu'aujourd'hui, la difficulté, elle est que le Fonds social pour le climat, qui est prévu aussi avec cette mesure de l'ETS2, n'est pas suffisamment abondé pour amorcer l'impact sur les ménages. Donc, en plus, le Fonds social prévoit d'une part des aides directes aux ménages, d'autre part, merci chérie, d'autre part des investissements. Or, les investissements doivent couvrir à la fois la question du bâtiment, à la fois la question de la rénovation, la question des transports, et en même temps, éventuellement, devenir être une aide aux revenus. Et donc ça, clairement, avec 144 milliards d'euros sur 7 ans, ce n'est pas suffisant. Donc, selon nous, il faudrait éventuellement avoir ce fonds, mais qui soit complètement décorrélé de l'ETS2, ne pas toucher aux ménages, c'est-à-dire ne pas impacter, ne pas mettre le marché carbone sur les bâtiments résidentiels, éventuellement sur les bâtiments commerciaux, mais pas sur les bâtiments résidentiels. Et enfin, surtout, développer les investissements, notamment en les étendant sur les territoires. Et là, je pense que Florence a été très claire là-dessus. Nous avons besoin de fonds qui financent l'accompagnement des ménages localement, techniquement du début à la fin des rénovations, et qui visent des rénovations globales. Et pour ça, il faut que nous ayons une directive EPBD, de performance énergétique des bâtiments, qui soit vraiment ambitieuse. Donc, une directive ambitieuse, des fonds pour l'accompagnement des ménages. Ambitieuse, quand je dis ambitieuse, c'est-à-dire qui vise des classes énergétiques le plus haut possible, avec un calendrier le plus court possible pour pouvoir vraiment engager des investissements importants, avec des formations, parce qu'on sait qu'on va avoir besoin d'entreprises sur les territoires pour pouvoir engager les rénovations, et d'accompagnants pour les ménages, depuis le diagnostic jusqu'à la réalisation des travaux, etc. Et qui vise des rénovations globales, parce que c'est la rénovation globale qui permet de lutter contre la précarité énergétique, plus que le monogeste qui peut aider, mais qui en tout cas, je vois Christophe Béguin qui obstine du chef, mais quand même, c'est en tout cas ce qui permet sur le long terme, si c'est bien financé et si on est sur des restes à charge le plus proche de zéro pour les ménages les plus modestes, qui permet de lutter efficacement contre la précarité énergétique. Et je rejoins M. Coulon sur la qualité de votre rapport et vous remercie pour les propositions que vous avez faites. Voilà, désolée pour le dérangement autour. On est un petit peu nombreux à la maison. Pas de souci. Merci beaucoup, Madame Poupchou, pour cette intervention extrêmement intéressante. J'aimerais juste rappeler au public que vous pouvez déjà commencer à poser vos questions dans le chat, puisque la dernière vos questions seront posées après la dernière intervention de Monsieur Béguinet. Monsieur Béguinet, vous êtes manager stratégie à Enedis et conseiller énergie à Confrontation Europe, et vous avez la lourde tâche du mot de la fin et de la synthèse des débats. Donc, une question peut-être un peu large, mais quelle est votre vision sur le sujet? Nous venons d'aborder le sujet crucial des rénovations thermiques des bâtiments. Donc, comment s'assurer que cette nécessaire vague de rénovation, eh bien, elle se fasse sans que les factures des ménages explosent? Et au-delà de l'augmentation du prix du gaz, peut-on craindre également en Europe une forte hausse du prix de l'électricité? Merci beaucoup. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bravo à Sarah pour cette capacité à être multitâche, hein, c'est très impressionnant. Je vais, au-delà de faire la synthèse, essayer d'apporter aussi une vision complémentaire. Michel l'a dit en introduction, je suis, au-delà d'être salarié d'Enedis et d'être aux côtés de Michel à Confrontation Europe, je suis également chargé de mission politique énergétique à la CFDT. Et comme Michel l'a évoqué, je suis obligé d'aller un peu plus loin sur les propositions qui ont été faites par la CFDT tout récemment, puisqu'on a tenu une conférence de presse, et j'en dirai quelques mots puisqu'on est en plein dans le sujet. Et pour tout de suite rentrer effectivement dans cette question de la précarité énergétique, je ferai le lien avec ce qu'a dit Sarah Poupchou sur le Fit for 55, c'est-à-dire qu'on s'est inscrit, nous, résolument dans l'idée que le Fit for 55, qui est, comme vous le savez tous sans doute,
une ambition de lutte contre le réchauffement climatique avec cette baisse de 55% des émissions de CO2 d'ici 2030, depuis entre 1990 et 2030, nous, on part du principe qu'il faut rendre compatibles les ambitions climatiques et les ambitions qui visent à effectivement réduire la précarité énergétique. Et quand on a dit ça, on arrive à une proposition toute simple qu'on a documentée et que je vais essayer de vous détailler très rapidement, qui consiste à consommer moins et à consommer mieux. D'un mot. Consommer moins, donc Sarah Kupchou l'a évoqué au travers de la rénovation thermique, Florence Fouquet également, il est évident qu'il y a un potentiel énorme à la fois de réduction des consommations, donc de réduction de la facture pour les consommateurs, qu'ils soient d'ailleurs en précarité ou pas. Après, il faut une solidarité qui permette aux consommateurs les plus précaires de pouvoir mettre en œuvre tout ce qui fera que la facture se réduit et que les consommations se réduisent. Le potentiel est assez considérable. Il est activable assez rapidement. Alors, je suis tout à fait d'accord sur ce que disait Sarah sur la question de la filière. Il faut effectivement des gens et des compétences. C'est-à-dire qu'il faut des personnes, mais il faut aussi des compétences, et je vais y revenir, c'est un des sujets quand même assez majeurs. Et puis, il faut consommer mieux. Alors, effectivement, j'ai réagi, je n'aurais pas dû, sur la question du monogeste. On préconise, et on n'est pas les seuls, mais on préconise vraiment que tous les logements, notamment les logements chauffés au fioul, les quelques 3 millions de logements chauffés au fioul, fassent l'objet d'un traitement rapide au bénéfice du climat, mais aussi au bénéfice des consommateurs, avec un accompagnement sur, par exemple, le passage de pompes à chaleur, qu'elles soient hybrides ou qu'elles soient électriques. La pompe à chaleur, grâce au cycle de Carnot, du moins grâce à la physique sur laquelle elle s'appuie, le bénéfice de réduire drastiquement les consommations d'énergie, donc de réduire de façon significative la facture. Donc même avec un seul geste, tel que celui du remplacement d'un mode de chauffage inefficace vers quelque chose qui, du point de vue de la consommation, est très efficace, mais aussi pour l'environnement, donc il faut aller très vite. Alors, vous me questionnez sur les prix du gaz et les prix de l'électricité, ou à minima les prix de l'électricité. Les prix de l'électricité, je regarde à peu près tous les jours ce qu'on appelle le forward, c'est-à-dire l'électricité qui sera livrée en 2023 ou en 2024. Et comme le disait Florence, j'ai noté le mot, mais c'est très, très inquiétant quand même. C'est-à-dire qu'on est d'ores et déjà dans des tendances de prix qui sont élevées, c'est-à-dire que l'électricité, aujourd'hui contractée par des fournisseurs pour les années à venir, sont plus du tout dans les prix qu'on a connus il y a 9 mois. Ça n'a plus rien à voir. Donc on est de toute façon tendanciellement sur des prix qui vont être hauts. Donc il est urgent, absolument urgent, d'engager ce que j'ai évoqué sur la rénovation, en tout cas de tout faire dans les meilleurs délais pour réduire les consommations, particulièrement dans le bâtiment. S'agissant du transport, il y a des choses à faire, mais elles sont engagées avec le développement de la mobilité électrique. Elles sont à creuser de notre point de vue sur la promotion du covoiturage. Vous savez, on appelle ça, je crois, l'autosolisme, le fait qu'il y ait une seule personne dans un véhicule. C'est des choses vis-à-vis desquelles les pouvoirs publics devraient engager des actions. Je ne vais pas leur dire exactement ce qu'il faut faire, mais il faut réfléchir à ça. Et donc, en conclusion sur ce point, développer l'efficacité énergétique, j'insiste là-dessus, s'agissant du bâtiment, et inciter à la sobriété sur ce qui relève de la mobilité. Il y a des gens, on le sait, qui sont effectivement contraints de prendre leur voiture pour aller travailler, et ça, les gilets jaunes ont été cités, on sait tous qu'on n'est pas tous dans les mêmes situations de ce point de vue, mais pour autant, il faut avoir des approches incitatives sur la sobriété énergétique dans la mobilité. Et je voudrais apporter un dernier mot s'agissant de ce qui a été dit par Sarah Kupchou et également par Père Jean sur les politiques européennes et le fait qu'il faut faire évoluer les textes pour qu'on ait des rénovations qui soient plus efficientes. Alors on milite, et quand je dis on, c'est la CFDT que je représente par moment, mais aussi confrontation, on milite pour qu'on passe d'un engagement de résultat, pardon, j'ai fait un lapsus, d'un engagement de moyens à un engagement de résultat. La France dépense 3 à 4 milliards par an dans la rénovation thermique, à peu près. Et il y a des travaux, je cite souvent Mathieu Glachan, qui avait des travaux il y a quelques années sur le suivi de la performance
de la rénovation énergétique en France en regardant effectivement ce qui était engagé comme dépenses et ce qui était observé comme économie d'énergie, ce n'était pas flatteur. En tout cas, on n'est pas au niveau de ce que réalisent certains autres pays européens. Et donc, on préconise vraiment cette bascule vers un engagement de résultat. Et je me permets de glisser une hypothèse de réponse. Hein. C'est que, en tout cas pour la France, mais dans d'autres pays d'Europe aussi, on a développé des compteurs communicants. Donc là, je fais un peu de créativité, si vous permettez. Des compteurs communicants qui permettent des mesures en temps réel quasiment des consommations énergétiques. On pourrait utiliser, sur la base d'une organisation à dimension de service public sur la rénovation énergétique, on pourrait utiliser ces instruments de mesure pour s'assurer de l'efficience réelle des travaux de rénovation et donc d'un accompagnement financier public sur la base de ce qui est effectivement observé en termes de réduction des consommations d'énergie et pas, comme on le constate trop souvent, le fait qu'on participe avec de l'argent public à des dépenses de matériaux. On fait une rénovation, mais elle est faite comme elle est faite. Hein. Elle n'est pas toujours faite dans les meilleures conditions. Voilà, je m'arrêterai là, je ne voudrais pas être trop long. Mais pour finir, simplement, hein, sur la question des prix de l'électricité, et pour vous donner une réponse, ils sont orientés à la hausse, je disais, ils le sont de façon assez durable hein, sur les années à venir. Et la question également qui va se poser, c'est la question de la volatilité. Ils vont plutôt être de plus en plus hauts, mais ils vont être de plus en plus volatiles. C'est-à-dire qu'on va avoir des prix qui vont être parfois très élevés, parfois plus bas. Ça va dépendre, effectivement, Pierre-Jean, tu as raison, ça va dépendre notamment des conditions météorologiques. Cette volatilité, elle va créer, on en a déjà discuté en d'autres circonstances avec Michel, une forme de précarité que nous, on qualifie de technologique. C'est-à-dire que pour être capable d'appréhender cette volatilité des prix et de réagir avec pertinence quant à des prix qui vont parfois s'effondrer, parfois atteindre des pics assez impressionnants, il y a beaucoup de consommateurs qui ne seront pas en capacité de réagir, et notamment de réagir face à ce que la Commission européenne a proposé avec la tarification dynamique. Il y a des gens qui, comme vous, sans doute, seront à même de prendre les bonnes décisions. Il y en a d'autres qui seront incapables d'appréhender tout ça. Voilà, j'ai essayé de compléter le propos. J'espère ne pas avoir été trop long. Merci. Merci beaucoup et merci à tous les panélistes pour vos interventions qui ont, je pense, nous ont donné pas mal de clés de lecture pour un sujet aussi vaste, aussi complexe, aussi… on ne sort pas forcément avec on ressort pas plein d'optimisme, mais merci d'avoir apporté votre expérience et vos connaissances sur ce sujet. Voilà. Ouais, on va pouvoir passer à un moment de questions et d'échanges d'une trentaine de minutes. Alors n'hésitez pas dans le public à lever la main pour prendre la parole directement ou pour poser une question. On va faire par série. La première est toujours la plus difficile à poser. Et sinon, je prendrai des questions aussi dans le chat si vous ne voulez pas prendre la parole. Je vois une première question dans le chat. On va peut-être d'abord poser celle-là. Peut-être que ça va permettre de se lancer. On a Stan qui demande quel rôle pour les banques et quel rôle de la régulation financière dans le financement de la rénovation, j'imagine rénovation thermique. Si l'un ou l'une d'entre vous souhaite répondre. Monsieur Coulon, allez-y. Oui, dans les deux derniers avis que nous avons fournis, l'un sur Renovation Wave et l'autre sur le Bauhaus, nous avons insisté particulièrement sur le rôle des banques. Alors les banques, c'est très multiple, le système bancaire, y compris français d'ailleurs, est extrêmement multiple. Il y a des banques de proximité, il y a des banques associatives, il y a des banques, il y a des banques qui sont, il y a la Banque européenne d'investissement, la BEI, qui viennent signer avec l'Union sociale de l'habitat français d'ailleurs, qui viennent signer des financements d'1 milliard d'euros pour la rénovation des bâtiments en France. Elle est en train de se propulser dans d'autres pays. Je crois que les banques ont un rôle et une responsabilité
à jouer dans ce domaine. Alors c'est évident que dans la période actuelle où les banques disent être atteintes par ce qui se passe, ça ne va pas être facile. Mais je pense qu'il faut qu'à la fois les pouvoirs publics, mais aussi toute la société civile dans sa diversité, incitent les banques à ce qu'elles soient véritablement, à ce qu'elles fassent des vrais financements, parce que parfois ce sont des prêts. Les prêts, c'est bien, il y a des gens qui ne peuvent même pas rembourser. Donc il faut absolument que les banques jouent un rôle, non pas un rôle social au sens premier du terme, mais qu'il y ait des véritables financements indépendamment des banques, ou des prêts abondés, ou des sommes qui soient véritablement dédiées à ces questions-là et qui peuvent passer par le circuit bancaire sans que les banques aient supporté le financement. Donc je crois que le système bancaire dans sa diversité, parce que c'est là le problème, c'est la diversité du système bancaire, il peut jouer un rôle. Est-ce qu'un autre panéliste souhaite rebondir aussi sur cette question des banques? Ou est-ce qu'on passe à d'autres questions? Moi, je l'évoquais d'un mot, je l'évoquais rapidement. Il y a sur cette question-là, et parce que ça traite à la fois de la question sociale liée à la précarité énergétique, mais aussi à la question environnementale, une réflexion à mener sur le rôle de la puissance publique. C'est-à-dire que de notre point de vue, il y a une dimension collective à traiter, c'est-à-dire qu'on n'est pas là dans une relation contractuelle entre un consommateur et une banque, on est sur la question collective liée et à la décarbonation de notre économie et au traitement social de l'accès à l'énergie. Alors, j'ai envie de dire particulièrement, mais bon, j'y reviendrai, particulièrement à l'électricité. C'est-à-dire qu'on a d'autres propositions spécifiques à l'électricité, dans la mesure où aujourd'hui, on ne peut plus se passer de l'électricité. On l'a vu avec la crise Covid, et les jeunes qui ne pouvaient plus aller à l'école, ils devaient participer, je dirais, à l'enseignement à distance avec un ordinateur. On comprend qu'on ne peut plus se priver d'électricité. Il est nécessaire d'avoir un traitement absolument spécifique sur l'accès à l'électricité, mais mon propos était surtout de dire qu'il y a une dimension publique, il y a une dimension qui ne peut pas se résumer seulement, s'agissant de la rénovation, à une relation contractuelle entre des financeurs et des emprunteurs. Ça doit aller au-delà. D'accord, merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, alors, je ne crois pas qu'il y ait d'autres questions. Enfin, je ne crois pas. Ah si, alors Jacques-Roger Machard qui lève la main, peut prendre la parole. Si on y arrive, non. Non, bon, bon. Sinon, moi j'ai une question pour Madame Fouquet. Vous avez mentionné le tarif social, des tarifs sociaux, donc automatisés. Nous, dans notre rapport, pour parler un peu de notre rapport sur cette question-là, on a étudié le tarif social pour l'électricité au Portugal, qui est une réussite pour le coup, puisqu'on est passé, quand le système a été automatisé, on est passé de 162 000 à 691 000 bénéficiaires en un trimestre, donc une augmentation de 283% par automatisation. Donc nous, c'est quelque chose qu'on a préconisé, c'est-à-dire un élargissement de ce système-là, une inspiration par les autres États membres de ce système-là, étant donné que ça joue aussi sur un autre facteur. Donc non seulement ça réduit la précarité énergétique, mais ça réduit aussi la problématique de non-recours au droit, qui est une immense problématique dans les États comme en France, où un certain nombre de personnes n'ont pas accès au droit parce que pas accès à l'information, pas accès à la technique, pas accès même à la technologie pour avoir les informations sur ce droit. Donc, est-ce que, selon vous, ce serait une bonne idée de généraliser ce type de système aux autres États membres, et donc pas seulement au Portugal, où il a prouvé son efficacité? Je pense que c'est des systèmes qui ont fait leurs preuves. On connaissait le tarif social en France avant l'introduction du chèque énergie début 2018 et ça fonctionnait super bien. Quand on a vu arriver la proposition du chèque énergie, un certain nombre d'opérateurs qui interviennent en France, qui sur certains sujets peuvent avoir des positions divergentes, on était unanimes, on était catastrophés en fait. Et on a galéré tous pendant 2-3 ans pour arriver à un rythme, je dirais, un peu plus de croisière, mais il y a encore 20%
non-recours sur le chèque énergie. Le premier problème du chèque énergie, c'est la proactivité en fait du consommateur précaire. Alors, on a fait évoluer le système, tous les opérateurs, c'est-à-dire que quand il y a un foyer précaire qui reçoit un chèque énergie pour la première fois, l'année suivante, il va être enregistré automatiquement dans ces systèmes et à ce moment-là, l'affectation se fait automatiquement et on peut avoir une préaffectation au niveau du fournisseur et donc il n'y a plus de démarche à faire. Mais lorsqu'on rentre finalement en précarité, la première fois qu'on reçoit le chèque, il n'y a pas ce dispositif-là. Donc, le chèque énergie, c'est moins automatique qu'un tarif social. Donc, moi, je recommande effectivement les tarifs sociaux. Et si on a des marges de progression en France avec le chèque énergie, ce que je pourrais signaler, c'est que probablement qu'il faudrait rendre cet outil beaucoup plus évolutif et flexible. Là, cette année, on a déjà eu une évolution avec, en fin d'année, un geste du gouvernement qui a dit je vais donner un deuxième chèque énergie pour les foyers, c'était super. Mais si vous saviez, en coulisses, au niveau des opérateurs, ça faisait 6 mois en fait qu'on demandait ça. Donc, il a fallu que ça se discute. C'est sûr, c'est des coûts pour le budget de l'État. Je comprends bien pourquoi c'est compliqué, mais c'est arrivé assez tardivement. Et peut-être qu'il faudrait réfléchir à rendre ce système un peu plus en lien avec les conditions macroéconomiques aussi, et pas se dire il y a un chèque par an, quoi qu'il arrive, que les prix de l'énergie soient bas, qu'ils soient élevés, qu'on soit en situation calme ou qu'on soit en situation de guerre comme actuellement. Et donc, c'est peut-être ça qu'il faudrait faire, faire en sorte que le mécanisme s'adapte, pourquoi pas le faire évoluer en fonction de l'inflation, enfin, je ne sais pas, quelque chose d'un peu plus automatique. Et puis, je pense vraiment qu'il faut élargir l'assiette des bénéficiaires. Aujourd'hui, le revenu fiscal de référence pour avoir accès au chèque en France, il est très, très bas. Et en fait, ça aide certaines familles, mais il y a des familles qui sont un tout petit peu au-dessus et qui sont en grande difficulté. Donc voilà pour la question. Le tarif social, c'est super. Bon, nous, on a été embarqués côté français dans le chèque. Il y a des moyens de l'optimiser, de l'améliorer. Et ce dont je suis sûre, ça a été souligné par Christophe tout à l'heure, 2022, ça va être horrible. 2023, ça va être horrible. Et donc, en fait, il faut augmenter le montant du chèque, élargir les bénéficiaires. C'est vrai que là, d'un point de vue politique, on est un peu dans un no man's land avec les élections qui arrivent et tout. Dès qu'il y a un nouveau gouvernement, il faut foncer là-dessus parce que ce qui nous a beaucoup pénalisé aussi en 2021, les clients, les fournisseurs, tous, c'est finalement, on décide tout au dernier moment, hyper brusquement. Je peux vous dire, j'ai passé des week-ends entiers à gérer des propositions venant des cabinets ministériels qui étaient en panique. Comment je fais bouclier tarifaire gaz? Ça arrive le vendredi soir à 20h, alors que ça faisait 4 mois qu'on le disait, ça craint, ça va péter. Donc voilà, donc, quand le nouveau gouvernement arrive, il faut qu'on y aille parce que 22-23, ça va être très dur. Ouais. Merci beaucoup pour cette réponse. Je crois que Monsieur Jacques-Roger Macquart, votre micro fonctionne, donc allez-y si vous voulez poser votre question. Alors, on n'entend pas votre question. Sinon, il y avait une question. Oui, on vous entend, c'est bon. Ah, enfin, j'ai le micro. Pardon. Pas de souci. Oui, ma question porte sur l'origine des fonds publics qui sont essentiellement des fonds d'État, sauf erreur de ma part. Et je suis, par expérience, très inquiet que les collectivités locales, les communes, les groupements de communes ne soient pas directement concernés par l'utilisation de ces fonds. Et je pense qu'il y a là un vice en profondeur du dispositif national, parce que les collectivités locales me paraissent beaucoup plus adaptées que l'État lui-même à la gestion efficace de la rénovation thermique des bâtiments. Très bien, merci pour cette question. Je vais en prendre une ou deux en plus, comme ça on va faire une série de réponses. Si quelqu'un en a une autre. Et j'ai vu qu'il y avait une question dans le chat sur la question du financement, c'est-à-dire où est-ce qu'on trouve les financements pour faire à financer le chèque énergie, financer son élargissement en tout cas, financer la rénovation thermique, comment est-ce qu'on fait concrètement? Et s'il y a une troisième question, on peut la prendre, sinon je laisse la parole à nos panélistes. Peut-être Madame Couchou, je ne sais pas, vous êtes moins exprimée. Peut-être sur le financement, il y a la question de l'utilisation notamment des ressources des marchés carbone, enfin en tout cas au niveau européen, de l'utilisation des ressources du marché carbone
faites par chaque État. Alors la France a choisi d'utiliser une partie des ressources qui lui viennent du premier marché carbone pour financer une partie du budget de l'ANA. Ça l'avantage, dirons-nous, de faire payer aux pollueurs les actions, les investissements pour lutter contre le dérèglement climatique. En revanche, ça a l'inconvénient peut-être de la volatilité dont on parlait, c'est-à-dire qu'on fait dépendre le budget d'une institution publique d'un cours qui est fluctuant. Donc, autant quand ça augmente, bon, on peut se dire que ça fait plus de ressources et que peut-être qu'on en fera plus d'investissements. Autant quand ça chute, ça peut poser problème. Enfin, en tout cas, on peut s'interroger sur la stabilité et surtout sur la prospective qu'on peut avoir sur l'action de ces institutions. Enfin, par exemple, sur l'ANA, si on finance complètement avec des budgets comme ça. Mais bon, ce sont quand même des budgets qui sont conséquents, qui sont importants. On sait aussi qu'il y a un plan de relance qui est important pour lequel une partie a été dédiée à la rénovation et qui aurait pu peut-être être plus importante, notamment, je pense à la question de la lutte contre la pauvreté et aux financements qui sont dédiés à l'accompagnement des ménages les plus précaires dans le cadre de la rénovation. Je me permets, enfin, comme je prends la parole, je me permets de dire deux petits mots sur lesquels on n'a pas trop échangé. C'est la condition des locataires, parce que la question des prix de l'énergie, c'est le locataire qui paye sa facture d'énergie. En revanche, c'est le propriétaire qui est responsable de la rénovation des bâtiments. Et ça, pour l'instant, on n'a pas trouvé de solution miracle pour toucher les propriétaires bailleurs, si ce n'est la question de l'obligation de rénover, qui suppose, parce qu'aujourd'hui, on en a une en France qui va être mise en œuvre début 2023, et bon, avec des niveaux qui sont quand même relativement bas pour l'instant, mais on peut se réjouir quand même qu'au moins l'obligation existe. Mais on va se poser la question du contrôle, c'est-à-dire que l'intégration de la question énergétique dans la décence, puisque c'est le décret décence qui régit le droit de louer ou non un bien, ça pose la question de la façon dont les locataires sont aussi accompagnés pour faire valoir leurs droits lorsqu'ils habitent dans une passoire énergétique. Donc voilà, on voit que c'est pas très simple. Donc ça, c'est vraiment, je pense, un public qui est particulièrement touché, qui a peu de leviers pour lutter contre la précarité énergétique, si ce n'est, bon, bien sûr, la question de la consommation, des équipements, etc. Mais ça reste quand même, et de l'accompagnement aux gestes au sein du logement, etc. Mais ça reste quand même limité quand on vit dans une passoire. Enfin, on peut calfeutrer un peu, mais enfin, ça reste quand même limité. Et l'autre point qu'on évoque assez rarement aussi et pour lequel la Fondation Abbé Pierre a mené un combat qui a été entendu, c'est la question du service minimum pour les personnes les plus précaires et de l'interdiction des coupures, parce qu'on estime qu'aujourd'hui en Europe, une coupure d'énergie totale, enfin d'électricité en l'occurrence totale, c'est indigne. On ne peut pas accepter que des ménages aujourd'hui en Europe vivent complètement dans le noir. Donc, il y a des moyens technologiques qui permettent d'éviter ça, de réduire la puissance pour permettre au frigo de fonctionner, à un téléphone portable de se charger et à une lampe de s'allumer, ce qui est quand même le minimum vital. Et donc, on a vraiment à cœur aujourd'hui au niveau européen aussi de défendre le droit à un service minimum quand il est possible, bien sûr, parce que d'un point de vue technologique, ce n'est pas toujours possible partout en Europe, mais en tout cas, d'œuvrer en ce sens au niveau européen et on aimerait bien que l'Union européenne se saisisse aussi de ces questions. Voilà, désolé, j'ai profité de la prise de parole pour rajouter. Et vous avez bien fait. Je crois que monsieur Coulon et monsieur Béguinet voulaient réagir. Peut-être monsieur Coulon en premier. Non, moi je voulais simplement dire que c'est vrai que moi je suis assez sensible à cette question entre la responsabilité étatique versus la responsabilité des collectivités territoriales, c'est vrai que la France est un peu particulier dans certaines régions et notamment l'Allemagne. C'est en dessous des Länder que ça se passe. Donc effectivement, en France, on pourrait peut-être améliorer les choses. J'ai pas la solution, hein, mais on peut faire de l'incantation en disant que ce qui se fait dans d'autres pays, comme en Allemagne, comme en Espagne, comme en Autriche, comme en Finlande, enfin, la plupart des grands pays européens travaillent très différemment de nous et travaillent au plus près du terrain, à la fois en termes de distribution qu'en termes
qu'en termes de prise de décision et de gestion des situations et des financements surtout. Alors, le micro, du coup, Monsieur Béguinet, le micro est muté. Non, je vais abonder, voilà, je voulais abonder pleinement dans ce que proposait Sarah, c'est que nous, pour le coup, on préconise également, en fait, sans être trop technique, mais un talon de puissance, par exemple 3 kVA, hein, pour ceux pour qui ça parle, c'est-à-dire un minimum de puissance disponible qui, comme le disait Sarah, permette de faire fonctionner les éléments essentiels du logement. Donc ça ne permettra pas de faire monter la température en plein hiver à 22 degrés, évidemment, mais en tout cas, ça permet un accès minimal, comme ça a été dit, hein, au froid, à l'éclairage et au fonctionnement, je l'évoquais tout à l'heure, de l'informatique qui maintenant est absolument nécessaire. Et puis un talon d'énergie, c'est-à-dire que vous avez 3 kVA à des prix qui sont purement symboliques. Vous avez, je ne sais pas moi, un certain nombre de kilowattheures à définir. Là, je ne vais pas vous proposer une solution toute faite, mais un certain nombre de kilowattheures qui est à l'identique des tarifs sociaux dont parlait Florence, qui effectivement étaient tellement plus lisibles, tellement plus pratiques à mettre en œuvre que le chèque énergie, et je pense qu'il faut y revenir. Alors, sur l'électricité de façon évidente, et par ce talon de puissance et ce talon d'énergie, je pense qu'on résoudrait une grande partie de la question, je ne vais pas dire de la précarité, mais en tout cas d'un accès minimal. Ça a été dit par Sarah, la dignité fait qu'on a besoin d'électricité à tout moment, c'est évident. Et ce point-là, nous, on le défend, et j'aurai plaisir à ce qu'on le défende collectivement et prochainement, puisqu'il va se révéler de plus en plus nécessaire. Merci beaucoup pour cette réponse. Je n'ai pas d'autres questions. Moi, j'en avais une par rapport au rapport qu'on a fait encore. On sait que la Commission, il me semble, a un projet d'interdiction progressive des passoires thermiques selon les classes énergétiques. Je me demandais comment on pouvait faire avec la situation aussi disparate dans les pays de l'Union européenne, c'est-à-dire que la Bulgarie a quasiment 30% de logements qui sont en mauvais état. Est-ce qu'on peut aller aussi vite que la Commission le veut dans des États comme la Bulgarie, par exemple, là où la France peut sans doute aller à cette vitesse, mais je me posais la question de la faisabilité vis-à-vis de la diversité des pays, en fait. Moi, je veux bien répondre là-dessus, si vous voulez. Ouais, allez-y. Je pense que d'abord, ça dépend du DPE. Donc, le DPE, normalement, chaque État, alors il y a une grille proposée par la Commission, mais chaque État doit avoir à la classe F, je crois, à 15% de son parc le plus dégradé. Donc, finalement, ça va viser une proportion plus ou moins égale dans chaque pays de bâtiments à rénover. Ensuite, c'est le choix justement j'allais dire du communautaire, c'est-à-dire est-ce qu'on accepte l'idée qu'on va mettre des investissements qui seraient plus importants et bien plus importants dans les pays où le parc est bien plus dégradé, ou est-ce que on considère que chacun va rénover? Évidemment, 15% des plus dégradés en Suède, c'est pas pareil que 15% des plus dégradés en Roumanie, de toute évidence. Donc ça, je pense que ça a été le choix, le parti pris de la Commission de dire chacun rénove le plus dégradé plutôt que de dire on va mettre le paquet sur les pays qui ont un parc vraiment en mauvais état et moins sur les pays qui ont déjà des bâtiments en bon état. Et on peut vraiment s'interroger d'un point de vue climatique sur l'impact de cette décision-là. C'est une vraie question. Moi, en plus, sur la question du DPE, je m'interroge aussi sur notre capacité à avoir une photographie exacte de l'état du parc en Europe si on n'a pas tous les mêmes DPE. Donc, ça ne nous permet pas vraiment d'avoir une idée très, très claire et précise de l'ensemble de l'état du parc. Et puis, après, ça n'empêche pas qu'on a une part aussi des ménages les plus modestes dans les pays, même dont les bâtiments sont en bon état, qui subissent la précarité énergétique et qui méritent aussi d'avoir leur bâtiment rénové dans un temps réduit. D'accord, merci. Est-ce que Madame Fouquet, vous voulez réagir sur ça? Quel regard porte Engie sur cette question de rénovation? Ce que vient d'avancer Madame Couchou. Vous avez un élément de réponse ou quelque chose à apporter?
Non, bah écoutez, tout à l'heure dans mon introduction initiale, je disais que c'était un sujet sur lequel en fait notre groupe, et notamment dans ses activités auprès des clients particuliers, essaie d'être vraiment présent. Notamment, on a essayé, en utilisant en fait les aides qui peuvent être disponibles, de créer des systèmes de guichet unique où typiquement nos techniciens vont pouvoir proposer aux particuliers finalement de gérer avec leur autorisation, mais tout le parcours en fait de demande d'aide. Donc, on a mis en place des choses comme ça parce qu'on s'apercevait que même chez des foyers pas forcément précaires, hein, même c'était tellement compliqué en fait que, c'était quasi infaisable. Donc, on essaie en fait en permanence de comprendre les dispositifs existants, de les agréger et d'être force de proposition pour nos clients. En faisant une sorte de package. On a aussi fait des offres qui était assez innovante il y a 4-5 ans où on proposait des équipements énergétiques avec X euros par mois. Ça peut paraître tout bête parce que c'est très démocratisé dans plein de secteurs d'activité. Ça n'existait pas encore dans l'énergie. Donc là, on avait notamment agrégé les aides et on avait aussi négocié avec des banques, justement, on en parlait tout à l'heure, des prêts bonifiés ou des prêts à taux zéro. Donc voilà, donc c'est un sujet sur lequel on intervient beaucoup. On est vraiment aussi, comme le disait Christophe, sur le sujet du consommer moins et mieux. Et bon, par contre, ça reste encore difficile, notamment en raison de l'instabilité des règles du jeu et l'instabilité des règles. C'est pas facile pour les opérateurs quand il faut changer les offres tous les 6 mois, parce que ça change en permanence. Moi, si je peux me permettre, je voudrais rajouter un sujet qu'on n'a pas trop discuté depuis le début, qui fait partie du rapport, qui est une de vos propositions, qui était de dire, assez prémonitoire d'ailleurs, hein, il faut vous féliciter, qui était de dire, en fait, il faut vraiment accélérer la transition énergétique pour pouvoir en fait essayer de se passer de plus en plus des énergies carbonées, etc. Donc, c'est vrai que dans la situation actuelle, aujourd'hui, avec cette crise des prix qui a commencé il y a 6 mois et avec la guerre en Ukraine, c'est votre statement dans cette partie-là du rapport, elle devient encore plus vraie. Et ce que je voulais vous partager, c'est que finalement, ce que la Commission a fait paraître le 9 mars, en fait, dans sa communication sur les prix de l'énergie, nous, côté NJ, on a beaucoup apprécié la position de la Commission parce qu'elle essaie vraiment d'avoir une vision de politique énergétique systémique en prenant en considération finalement tous les vecteurs énergétiques qui pourraient nous permettre de faire ça, en réfléchissant à la fois sécurité des approvisionnements et puis le coût, compétitivité de l'énergie. Et c'est vrai que notamment, il propose à la fois de booster les énergies renouvelables électriques et il propose aussi, pour la première fois de façon très claire, de booster l'usage du biogaz, qui est effectivement une énergie qui est locale, qui ne dépend pas des Russes, ni des Algériens, ni des Norvégiens, et qui présente quand même l'avantage d'être très intéressante d'un point de vue recyclage, valorisation des déchets, etc. Et donc, nous, on a accueilli cette proposition très bien parce que ça donne vraiment une vision systémique de tout ce qu'il faut faire sur les différents axes énergétiques. La Commission cite aussi l'hydrogène. C'est en utilisant tous les vecteurs énergétiques décarbonés qu'on pourra arriver à un mix énergétique qui est aussi abordable. Ce n'est pas en pariant uniquement sur une technologie, mais c'est vraiment en les assemblant toutes. Et sur la question très précise du biogaz qu'on connaît bien côté NJ, il y a des gros problèmes sur la fiscalité parce qu'aujourd'hui, et là on revient à notre sujet d'aujourd'hui de la précarité énergétique, aujourd'hui c'est le seul biocarburant qui est taxé comme du gris avec une TVA plein pot et une TICGN plein pot. Donc c'est pas comme ça que la France va pouvoir répondre à l'objectif de la Commission qui est de doubler en fait l'usage du biométhane d'ici à 2030 en obtenant 35 milliards de mètres cubes. C'est pas en taxant cette énergie qui est neutre en carbone au même niveau que le gaz naturel normal qu'on va y arriver. Et là, c'est pareil, ça fait des mois en fait qu'on parle de ce sujet au gouvernement et qu'il n'a pas en fait pour l'instant pris en France. Et par exemple, on pourrait très bien imaginer des systèmes comme pour la chaleur renouvelable où à partir de 50%
de biométhane dans un contrat de gaz, on pourrait avoir une TVA réduite. Donc voilà, donc c'est un sujet qu'on n'avait pas trop abordé encore, cette partie de votre rapport où vous parlez plus du mix énergétique et finalement, qu'est-ce qu'on peut faire à moyen terme, hein, parce que là, on a beaucoup discuté de qu'est-ce qu'on peut faire finalement dans la crise actuelle à assez court terme et puis qu'est-ce qu'on peut faire pour des effets qui auront lieu dans 15 ans, dans 20 ans sur le mix énergétique. Et je pense que c'est super important de réfléchir à tous les vecteurs énergétiques, qu'ils soient d'origine électrique ou d'origine gaz vert. Oui, merci beaucoup Christophe. Tu veux réagir sur la question du mix? Oui, absolument, parce que et donc ça me donne l'occasion pour le coup de réitérer la proposition de lecture qu'on vous fait sur le rapport que je crois Pierre a mis en ligne. Il a mis le lien, donc c'est le rapport qu'a fait la CFDT. C'est un rapport assez documenté, hein. Vous verrez, c'est 60 pages qui présentent les modélisations et simulations. Et sur cette question du mix, alors j'abonde pleinement sur ce qu'évoque Florence sur le développement du biogaz, l'usage de la biomasse, avec évidemment un usage raisonné. C'est-à-dire que c'est aussi des puits de carbone s'agissant de la biomasse, donc il faut le faire à son maximum raisonnable. C'est comme ça qu'on l'a qualifié, donc il faut y aller tout de suite. En plus, le temps de mise en œuvre de cette politique de développement du biogaz est bien plus court que celui qui consisterait à construire de nouveaux champs en éolien offshore ou de nouveaux réacteurs nucléaires ou toute autre chose qui nécessite 10 à 15 ans de mise en œuvre. Donc là, il faut y aller, clairement. Ensuite, je reviens sur la volatilité des prix et sur la proposition qui est faite effectivement dans le rapport sur cette, et on en a parlé, donc je le dis à tous les gens qui sont là, on a pu échanger auparavant, sur cette quelque part symétrie qui est faite entre le développement des énergies renouvelables, donc éoliennes et photovoltaïques d'une part, et le fait que ça va permettre de lutter contre la précarité énergétique. Je mets un bémol, c'est-à-dire que ce qui fait que les prix de l'énergie sont chers, c'est l'équilibre entre l'offre et la demande. Sur l'électricité, l'offre, et on l'a vu à l'automne, et je pense que Florence l'a observé aussi, à l'automne 2021, on a eu un productible éolien qui était très en deçà de ce qu'on imaginait, c'est-à-dire de ce que disaient les modèles. Et donc, on a eu un déficit de production d'électricité qui a beaucoup contribué à l'augmentation des prix de l'électricité. D'où la volatilité que j'évoquais en introduction. Donc, dire que le développement des énergies renouvelables va permettre de façon systématique ou de façon automatique à réduire la précarité, c'est un petit peu dangereux. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut être en capacité de produire suffisamment par rapport à la demande, parce que comme l'électricité ne se stocke pas, le coût marginal du dernier mégawattheure produit, celui qui va permettre de maintenir le système équilibré, je vous le disais en préambule, dans un ouvrage célèbre de François Soult, un alias, il disait qu'il était infini, c'est-à-dire le dernier kilowattheure qu'on peut utiliser, il est infini. Et donc, en l'espèce, ce qu'il faut faire, c'est travailler très sérieusement sur, et RTE l'a fait, et je salue là, pour le coup les travaux de RTE, sur ce qui nous permet et les conditions qui nous permettent d'espérer d'avoir suffisamment d'électricité à chaque moment où on en a besoin. Et c'est par cette équation assez complexe de l'équilibre entre l'offre et la demande en temps réel qu'on pourra effectivement s'assurer qu'on lutte contre la précarité énergétique. Dans le cas contraire, s'il y a un déficit entre production et demande, ça ne marche pas, hein. L'électricité augmente très fortement et on l'a vu. Donc voilà, c'est juste une précision que je souhaitais apporter. En tout cas, la mienne. Merci beaucoup. On n'a pas eu le temps de dire au revoir à Pierre-Jean Coulon qui salue tout le monde. Du coup, peut-être pour conclure cette conférence, ce webinaire, peut-être que chaque panéliste restant peut faire un petit mot de la fin, une petite conclusion en quelques secondes, quelques minutes. Et après, il ne nous restera plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Qui veut se lancer d'ailleurs? J'ai pas. Peut-être Madame Fouquet. Allez, désignez volontaire. Non, mais avec plaisir. Déjà, je voulais vous remercier. Moi, c'était la première fois que je participais à un tel débat sous l'égide de confrontation et c'était un plaisir que de rencontrer les autres panélistes. Merci pour votre accueil et les discussions. Et je voulais vous féliciter aussi parce que finalement, avoir fait un rapport sur ce sujet-là, qui est un sujet prégnant depuis des années, mais l'avoir fait à ce moment-là et le sortir maintenant que le sujet va devenir
encore plus important, bravo, parce qu'effectivement, c'est vraiment de l'apport, comme disait en introduction Pierre-Jean Coulon, c'est vraiment de l'apport de la jeune génération. Je voulais vraiment vous féliciter d'avoir fait ça et de dire que voilà, il va falloir. C'est lui qui avait mis des témoins au début. Enfin, on l'a un peu lâché, si tu veux. On a un micro qui est allumé. Et juste que je voulais vous remercier pour votre... je vous féliciter plutôt pour ce rapport et de dire que finalement, vu l'accélération, l'aggravation de la situation, peut-être que du coup, ça va faire bouger des choses qui stagnaient depuis des années. Par exemple, sur le sujet de la maîtrise de la demande, qui est un sujet qui n'a pas beaucoup bougé depuis des années. Donc, peut-être que face à la nécessité, ça va accélérer des choses et je pense qu'il faut qu'on travaille tous de concert, quel que soit le rôle qu'on a par rapport à ce sujet-là, pour inciter les pouvoirs publics à aller plus vite et se mettre à leur service. Merci beaucoup. Peut-être Madame Coupechoux en deuxième. Je voulais aussi vous remercier pour cette invitation et pour la richesse de ces débats qui ont été très intéressants. Vous féliciter aussi pour votre rapport qui est très complet et qui couvre, je pense, pas mal de propositions qui ont été échangées, mais de façon très éparse dans les différents secteurs qu'on rencontre autour de la question de la précarité énergétique. Peut-être que pour le mot de la fin, je dirais... Effectivement, je rejoins Florence Fouquet sur le fait que la situation va nous pousser à faire évoluer des choses pour lesquelles on bataille depuis un moment. Il ne faudra pas oublier dans les échanges et dans les négociations et dans les luttes qui seront menées dans les mois à venir, de ne pas mettre dos à dos la question sociale et la question climatique, parce que la transition se fera avec tout le monde. Et elle se fera si elle est aussi acceptée par les personnes qui sont, qui vivent aussi au quotidien des difficultés sociales et qui ont besoin, comme tout le monde, le citoyen européen, et comme tout le monde, il a envie d'avoir un logement dans lequel il se sent bien, où il peut loger sa famille et recevoir ses amis, se projeter dans l'avenir et travailler dans le secteur où il vit normalement, sans avoir à faire des choix notamment sur son alimentation, par exemple. Donc voilà, je crois que en tout cas pour nous, pour le mot de la fin, et c'est aussi la raison d'être de notre présence dans un débat comme aujourd'hui, c'est de rappeler que la transition énergétique, c'est aussi une question sociale et pas seulement climatique, même si évidemment elle est en premier climatique. Merci beaucoup et Monsieur Béguinet, pour conclure et clôturer. Donc, merci également de votre travail, parce qu'effectivement, ce rapport, il est extrêmement riche, extrêmement dense, et il nous a fait réfléchir, j'imagine, tous. Merci également à Pierre-Jean qui nous a quittés un peu plus tôt, mais aussi à Sarah et à Florence, parce que c'est une confrontation d'idées. J'ai trouvé ça utile et pour le coup fertile. Je suis persuadé que les choses vont s'accélérer. On a beaucoup procrastiné sur les questions d'environnement et les questions sociales autour de l'énergie. Je pense qu'on n'a plus la possibilité de procrastiner du tout. Je pense que ça va être très frontal, ça va être forcément rapide. Je pense que là, c'est clairement le mur qui est devant nous. Mais pour autant, je pense qu'au travers de ce que vous avez fait vous, au travers de ce que propose la Fondation Abbé Pierre, mais aussi de l'engagement des opérateurs, qui est réel, tous les opérateurs, il y a plein d'idées, il y a plein de choses à faire. Je pense, ça a été dit, j'abonde complètement dans le fait qu'il y a des approches effectivement européennes à avoir, mais aussi territoriales. Donc la vraie question maintenant pour moi, c'est de savoir comment on va faire. Je pense qu'on a des idées, on a des perspectives, il faut être dans le comment. Il n'y a plus qu'à se remonter les manches collectivement, et je suis persuadé qu'on y arrivera. Et je suis, moi, intimement persuadé que cette question de la lutte contre le réchauffement et la question de la précarité énergétique peuvent se rejoindre et peuvent être traitées avantageusement parce que les liens sont très très forts entre l'un et l'autre, comme je le disais. Il faut travailler sur, comme l'a repris Florence, consommer moins et consommer mieux, et ça c'est possible. En tout cas, merci. Merci au nom de Confrontation. Je vais le dire, c'est à Michel de le faire, mais je le dis quand même. Et puis merci pour l'échange.
Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous toutes et à vous tous. Merci pour ces mots optimistes sur la fin, malgré une situation un peu difficile et qui risque d'être difficile, du coup, vous l'avez rappelé, pour au moins 1 an ou 2. Donc, merci beaucoup pour tout ça. Et puis, très bonne soirée à vous. Et j'espère que vous participerez à nouveau à d'autres webinaires avec nous. Très bonne soirée. Merci, avec plaisir. Au revoir. Bonsoir. Merci, au revoir, à bientôt. Au revoir.